après ce festival de cartographie dynamique, décentralisée, etc., on va revenir à la cartographie statique, académique et chiante. C'est maintenant que la somnolence post-mondiale est un peu passée, je vais me permettre de faire ça. Alors, ce dont je voudrais vous parler, j'ai suivi le... Alors, le thème qui avait été donné pour cette année, et que certains d'entre nous suivent sur la technique, comme vous l'avez remarqué, c'était pétrole, population et pauvreté. Donc, je pense que l'allitération en P était volontaire. Et le titre que j'ai pris, c'est de pétrole ou alcool, population, et j'ai ajouté jeune, pauvreté, hélas. Le Brésil a les trois. Dans le programme, le hélas a l'air de s'appliquer aux trois, donc c'est uniquement la pauvreté. La place des deux points et des parenthèses a une certaine importance. Les images sont là, le président Lula a les mains dans le pétrole, littéralement. Un échantillon de la population brésilienne et un échantillon de la pauvreté. Alors, on va commencer par le pétrole pour vous donner tout de suite une bonne nouvelle. Je vais vous faire un exposé volontairement brésilien, c'est-à-dire tourné vers l'avenir, optimiste et tout va bien. J'alterne entre deux pays et j'ai alternativement l'impression qu'on est en plein déclin et en pleine crise, et dans un autre pays où tout va bien, merci. C'est pas naturellement ni vrai ni dans un cas ni dans l'autre, mais c'est l'atmosphère générale du pays qui repose sur un certain nombre de faits réels et puis sur un certain nombre de façons de prendre de philosophie de la vie. Donc là, il y a les côtés Brésil, c'est plutôt tout va bien, plus exactement on est en crise, oui, mais comme d'habitude, ça fait 35 ans que je fréquente le Brésil et ils sont constamment en crise, mais plutôt en crise à la arctique, c'est-à-dire des crises de croissance, ce qui est à tout prendre plutôt pas mal. Donc cette courbe qui est là, qui est une courbe tirée d'une source internationale américaine, montre que le Brésil est dans une situation où sa production de pétrole grandit nettement plus vite que sa consommation. Je veux dire qu'en France, on aimerait pouvoir dire ça. En 2006, le Brésil, comme vous le voyez, a conquis son autosuffisance en pétrole, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, ils n'ont plus besoin d'importer du pétrole, ils ont même plutôt la possibilité d'en exporter. Il faut là faire une parenthèse historique, et je ne pensais jamais qu'un jour je dirais ça, mais il faut remercier la dictature brésilienne des années 60 à 80. Devant le choc pétrolier qu'on a vu ce matin sur les graphiques, les militaires brésiliens ont dit qu'il fallait faire quelque chose, soit chercher du pétrole sur le sol national, soit chercher des alternatives ou d'autres combustibles, et ils ont eu la chance que les deux ont marché. Le Brésil est autonome en pétrole et a d'autres sources. Alors, ils ont trouvé du pétrole, pas tout à fait sur le sol national, mais en mer, au large du Brésil, dans les eaux territoriales, et donc maintenant, plus de 90%, je crois que c'est 2005, maintenant c'est 90%, sont en eau. Donc il a fallu passer par une étape technologique un peu lourde, et le Brésil a maintenant s'est doté d'une industrie du forage en eau profonde qui est parmi les plus efficaces au monde. Il forage sous beaucoup plus d'eau que les autres avec ce genre de pétrole. En 2005, ils ont eu un petit malheur, et de leur plateforme a coulé, donc ça a retardé d'un an la possibilité d'arriver à l'autosuffisance, mais au bout du compte, ils ont trouvé pas mal de pétrole au large de la côte brésilienne, au bord encore sur le plateau continental, mais de plus en plus loin. Vous voyez, il y a des dates ici, je ne vais pas détailler, mais en gros, on trouve du pétrole de plus en plus loin, c'est-à-dire de plus en plus profond. La dernière découverte qui est donc de 2007, c'est qu'on a trouvé un énorme champ pétrolier au large ici, qui a été partiellement exploré, et où on a trouvé récemment le champ qu'on appelle Tupi, qui a fait sauter plusieurs positions dans l'échelle mondiale, le Brésil, maintenant dans cette couche qu'on appelle en portugais la couche pré-sal, c'est-à-dire avant sel, ou plus exactement sous le sel. En fait, on a donc foré sous 2000 mètres d'eau, 5000 mètres de sédiments, dont la dernière partie est une énorme couche de sel constituée à des époques géologiques très lointaines et qui a servi de piège au pétrole qui est en dessous. Comme le sel est imperméable, les remontées de pétrole, le pétrole produit par la décomposition des végétaux et des jets, remonte et là il est piégé. C'est un peu une structure comme on a trouvé à Lac par exemple, ou ailleurs dans le monde. Ce dôme de sel retient le pétrole et l'a empêché qu'il ait remonté au fil des millénaires. Alors là, avec une représentation un tout petit peu exagérée, on montre la hauteur de l'Everest et la hauteur d'eau et de sédiments sous laquelle, techniquement c'est assez compliqué,
on est tellement profond et il y a une telle pression que ce sel est liquide. Et donc forer sur plusieurs milliers, 2000 mètres d'eau, 5000 mètres de sédiments dans du sel chaud et liquide, vous imaginez que ça n'est pas très facile. Donc ça suppose des investissements pour la modeste somme de 600 millions de dollars. Je vous ferai passer un chapeau à la fin. Je pense qu'Arctic, il a une bonne situation financière. Donc, comme le dit le texte portugais, il y a un long chemin à franchir. Et comme le fonctionnement d'économie de marché est un profond mystère, après cette découverte, les actions de la Petrobras ont chuté. Vous regardez les plus grands gisements au monde, on dit « Oh, ça va être long, ça va être compliqué, est-ce qu'ils vont savoir faire ?» Donc, ils ont perdu à peu près la même proportion de leur valeur que la BP au moment de la fuite dans le golfe du Mexique. Si on peut m'expliquer, je suis pas là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et, conséquence de ça, voilà la position actuelle du Brésil dans l'échelle. Ils sont aujourd'hui passés à la 12e position mondiale, juste derrière les États-Unis, et un peu en tête de liste. Donc certains des plus enthousiastes des Brésiliens disent que le Brésil est devenu une sorte d'Arabie Saoudite, un tout petit peu exagéré, mais effectivement, la Petrobras se retrouve aujourd'hui avec une capacité de forage et d'investissement importante. Et elle est d'autant plus observée que vous vous rappelez peut-être quelques-uns de vos cours de géographie, vous savez que de part et d'autre de la dorsale atlantique, les deux continents, Afrique et Amérique, ont évolué symétriquement, et que donc les structures qu'on a au Brésil se répètent en Angola, au Mozambique, au Gabon, etc. Et donc, s'il y a du pétrole, il y avait du pétrole déjà des deux côtés, et le pétrole profond est probablement présent des deux côtés. Tout ce que la Petrobras arrive à développer est observé avec beaucoup d'attention par les autres. Donc ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, le Brésil, en plus, a les ressources de la biomasse. Et à la suite de l'effort qui a été fait dans les années 70, il s'est mis à produire du pétrole, des combustibles, avec du palmier à huile, ou du babassou, qui est une variante locale, de l'huile de coton, de l'huile de ricin, de l'huile de soja et de l'huile de tournesol. Plus la canne à sucre, dont on va parler après. Donc tout ça a été mis en œuvre, et on se retrouve avec des exploitations comme celle-ci, que j'ai visitée au mois d'août, où une grande société de São Paulo a acheté plusieurs milliers d'hectares de pâturage dégradé, c'est-à-dire la forêt amazonienne. Elle a été coupée, on a mis du bétail, puis avec le fil du temps, ça s'est dégradé, et ils reviennent derrière et ils mettent du palmier à huile, qu'on voit sur les images. Ils ont été assez astucieux pour ne pas se lancer dans la mécanisation à tout prix. Ils ont dit, si l'attraction animale marche, allons-y. Donc ils ont récupéré des buffles qui sont très efficaces. Le problème, c'est qu'il faut les arroser constamment, parce que c'est des animaux qui aiment bien l'eau. Donc un certain nombre d'emplois qui ont été créés pour s'occuper des buffles, les arroser, les tuer, etc. C'est sympathique. Voilà le produit, un régime de palmier à huile. Tout ça est ensuite traité dans une petite usine locale. Ça tient plus de la cuisine industrielle que de l'industrie. Enfin, tout ça est cuit, écrasé, et on envoie plusieurs fois par semaine des camions-citernes d'huile de palme. Le Brésil en produit actuellement 400 000 tonnes et il en importe autant. Donc on peut déjà doubler la production rien que pour équilibrer les comptes nationaux. Et après quoi, on peut envisager de multiplier par 5, 10, 15. Juste pour donner une indication, les pâturages dégradés en Amazonie couvrent une superficie supérieure à celle de la France, 600 000 km². Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour la production de combustible au Brésil, mais aussi pour la forêt amazonienne, parce que pour une fois, il semble qu'on ait une production pérenne. Ce sont des arbres dont il faut s'occuper, qui ont des maladies, etc. Mais ça donne une perspective. Deuxièmement, je passe plus rapidement, parce que je crois que c'est plus connu, on a aussi commencé au Brésil à produire du soja à très grande échelle. C'est devenu, avec l'Argentine, selon les années, le deuxième ou troisième producteur mondial, juste derrière les États-Unis. Et on a une production extrêmement massive qui se fait, qui représente actuellement environ 50 millions de tonnes. Alors, ça n'est pas prioritairement un combustible. Le produit principal, c'est le tourteau. On écrase les graines. Le produit solide, c'est un tourteau riche en protéines qu'on vend moitié aux Chinois, moitié aux Européens. Mais l'huile elle-même peut servir à diverses choses, notamment ajoutée au diesel, elle peut donner un biodiesel. Malgré tout, le produit principal, lui aussi produit par vraiment une industrie lourde, on est plus près nettement de l'industrie que de l'agriculture, c'est la canne à sucre, avec des machines qui ont été développées spécifiquement par des entreprises brésiliennes ou internationales,
pour alimenter des usines, et là ça mérite vraiment le nom d'usine, à sucre. On est là, celle-ci est française, elle appartient au groupe Tereos, qui est originellement un groupe coopérative betteravière de Picardie, qui a bien senti que la betterave, surtout quand le Brésil a réussi à attaquer l'Union européenne à l'OMC et fait sauter les droits de protection du sucre, qui sont en voie d'extinction, ils ont dit on ne peut pas lutter, donc on replie, on achète en Roumanie et au Brésil, et donc ils ont maintenant 5 sucreries. Là. La seule chose que les coopérateurs ont demandé, Picard, on dit tout ça c'est bien, vous investissez nos sous au Brésil, on aimerait aller voir. Donc ils ont fait un voyage de 1000 agriculteurs français, avec quelques heures dans l'usine et le reste à Copacabana. Donc les coopérateurs se sont aussi dans cette. La base de tout ça, c'est qu'il y avait déjà eu un épisode dans les années 70 où on avait réussi à faire rouler les voitures à l'alcool. Ce qui n'est pas très dur puisque les premiers Ford T à l'origine roulaient à l'alcool. Ce n'est que plus tard qu'on les a adaptés à l'essence. Mais cet alcool était très subventionné et quand les subventions ont été enlevées, toutes les gens se sont retrouvés avec des voitures qui ne roulaient plus puisque l'alcool n'étant plus subventionné, les producteurs ont arrêté d'en faire. Donc les consommateurs brésiliens étaient un tout petit peu échaudés jusqu'à ce qu'en 2002, on mette au point ce qu'on appelle les voitures flex, ou flex fuel, dans laquelle on peut, on fait rarement de façon aussi spectaculaire, mais on peut indifféremment mettre de l'essence ou de l'alcool ou n'importe quel mélange des deux. Le secret, c'est qu'il y a un capteur sur le chemin, sur le cheminement entre le réservoir et le moteur qui calcule le pourcentage des deux et qui adapte l'ingestion électronique. Donc on peut mettre l'un ou l'autre en fonction des prix. Et donc la plupart des producteurs, nationaux ou étrangers, y compris les Français, c'est-à-dire ici vous avez une Renault et une Peugeot, toutes les deux fabriquées au Brésil, produisent sans aucun problème maintenant des voitures à flex fuel. Et aujourd'hui, c'est-à-dire 8 ans après, il faut vraiment se donner beaucoup de mal pour trouver une voiture à essence. On ne produit pratiquement plus des voitures à essence que pour l'exportation. Les consommateurs brésiliens ont adhéré en masse puisqu'on a la certitude qu'en fonction des fluctuations d'un produit agricole, au fil de l'année, ça monte et ça descend. Donc quand l'alcool est à moins de 70% du prix de l'essence, ça vaut le coup de mettre de l'alcool, et inversement. C'est-à-dire je me suis joint au mouvement et que j'ai aussi acheté une voiture flex 206 sur le marché français, et que ça marche très bien. Seule chose, quand vous prenez la route, vous avez plutôt tendance à mettre de l'essence parce que vous avez un peu plus d'autonomie, mais c'est un problème réglé. Et pour compléter, quand on dit qu'on roule à l'essence, en fait on roule à l'essence additionnée de 20 à 30% d'alcool, ce qui évite de mettre du plomb. Donc voilà, et maintenant Peugeot s'est lancé en alliance avec l'université où je suis, l'université de Saint-Paul, un programme de biodiesel. Ils ont fait rouler 4 voitures de ce type-là, plus de 100 000 km chacune, entièrement au biodiesel. Donc le jour où les voitures diesel seront autorisées, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, le diesel est réservé aux camions et aux bus, et bien il y aura ce qu'il faut. Voilà, alors le résultat de tout ça, c'est que partout au Brésil, maintenant vous avez des stations de service qui se prennent comme ça. En faisant un zoom ici, c'est un tout petit peu exagéré, mais c'est de l'essence écologiquement correcte. Tout argument de vente est légitime, celui-là est acceptable, mais en dehors de l'autosuffisance pétrolière, il y a aussi la possibilité de faire rouler les voitures, une bonne partie des camions maintenant et des autobus, et quelques avions déjà à la main. Le biodiesel est par ailleurs un thème politique. Le président Lula, accompagné ici de celle qui lui a succédé, l'actuel président du Brésil, a vanté les biodiesels à tous les chefs d'État qu'il rencontrait, ici le président Bush, en disant que c'était une grande et belle histoire. Et en particulier, ils avaient trouvé un slogan qui, malheureusement en français, marche moins bien. L'énergie qui se plante. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque l'an dernier, autour de cette période, janvier-février, j'ai vu à ma grande stupeur les biocarburants, en quelques semaines, devenir des agrocarburants. Et la presse, qui était très pour, est devenue très contre, parce que ça retirait la nourriture de la bouche des pauvres. Ce qui me paraît discutable, possible dans le cas des États-Unis où c'est fait avec du maïs, mais dans le cas du Brésil, ça ne me paraît pas justifié. Les Brésiliens, du coup, ont cessé, le président Lula a cessé de vanter partout les mérites des biocarburants. Il est passé à un autre thème, mais au Brésil même, on continue à s'en servir tranquillement. Alors, ça a des effets nationaux. Je vous n'avez pas vu une seule carte pour l'instant, mais c'était juste pour vous faire peur. À partir de maintenant, il va y avoir des cartes. Ça se traduit dans un plan d'équipement national avec des usines biodiesel en implantation, des usines alcool et maintenant des alcooloducs, puisque le débit du système est tel
que sortir des camions-citernes ou des camions-citernes, des trains-citernes, ça ne suffit plus, donc on construit des tubes dont l'un des deux est actuellement en construction, celui-ci il fait 3500 km, le deuxième est encore en discussion. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment du débit, et dans certaines régions plus que d'autres. Alors, tout ça se traduit aussi en termes géographiques par une consommation énorme d'espace. On a ici une carte de la végétation naturelle, reconstituée, puisqu'elle n'est pas plus comme ça depuis longtemps, et ça c'est la même, avec en plus dessus la partie qui a été anthropisée, c'est-à-dire transformée par l'action de l'homme. L'Institut brésilien de géographie et statistique a choisi ce mot neutre pour ne dire ni mis en valeur, ni dévasté. Et si on met les deux ensemble, ben voilà ce qui a été transformé en 5 siècles. Donc c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Vous pouvez dire, oh là là, tout ça est déjà parti, ou votre verre, ben, il en reste encore pas mal. En tout cas, ça coûte de la terre, et ces terres, ben, elles sont prises sur autre chose. Et la discussion, c'est de savoir si on peut continuer comme ça. Là, vous avez deux cartes en même temps. L'une qui donne le pourcentage des terres utilisées par l'agriculture. Vous voyez que dans les régions très occupées, comme l'État de São Paulo ou la région sucrière du Nord-Est, on est entre 12 et 50%, ce qui n'est quand même pas monstrueux, et qu'une bonne partie du territoire national est en dessous de 1,5 ou entre 1,5 et 4%. Donc tout ce qui est jaune clair, a priori, est libre. Mais il faut se rappeler qu'une bonne partie de ça est pris par des réserves naturelles, des réserves indiennes ou diverses autres types d'occupation du sol, réserves indiennes, réserve aussi des terres qui sont données aux descendants d'esclaves. Quand des gens peuvent prouver que le village qu'ils occupent a été constitué par des esclaves fugitifs jusqu'à l'époque de la fin de l'esclavage, les terres sont à eux, comme aux Indiens, et puis il y a des réserves naturelles. Donc tout ça fait quand même une assez grande quantité de territoire, principalement en Amazonie. Donc il y a environ encore 3 France disponibles, 100 millions d'hectares disponibles, sans toucher à la forêt, sans toucher aux réserves. Et donc, eh ben, il faut discuter justement sur cette corrélation espace, énergie, population, et donc sa nourriture, et c'est l'équation qu'on essaie de résoudre. Alors, venons-en à la population. Là, une carte a été faite avec les résultats du recensement de 2010. Il a été fait le mois d'août et on a eu les résultats en novembre. Principalement parce que les enquêteurs, ils étaient 200 000, avaient chacun un PDA, et le soir, ils le raccrochaient sur le support et les données étaient transmises. Donc l'Institut statistique avait promis les résultats bruts pour le mois de novembre, ce qu'il a fait, et bon, le reste des données, les centaines de variables qui suivent, seront disponibles dans le courant de 2011 et 2012. Mais là, on a déjà une idée de la répartition de la population en 2010, donc celle de l'année dernière. Et ça montre bien le fait que la population brésilienne est massée principalement sur le littoral et dans les grandes villes. La population est à 80% urbaine. On peut aussi commencer à s'amuser avec les données, voir les endroits où par rapport au recensement précédent, il y a eu des gains de population, ça reste massif, mais il y a aussi, les cercles bleus sont les endroits où il y a un peu de perte, ce qu'on peut tourner plus visible, prendre plus visible comme ça, en marquant les quelques endroits qui perdent de la population. Donc il y a quelques banlieues de Rio, je ne suis pas encore allé voir dans le détail pourquoi il y a une commune qui a perdu 125 000 habitants, peut-être que simplement il y a eu une séparation de 2 communes, je n'ai pas encore vérifié, mais des régions quand même dans le sud de l'état de Bahia, ou dans l'ouest ici, ce sont les régions d'agriculture familiale où l'exode rural n'est pas encore complètement terminé. Si on s'amuse un peu aussi avec les multiples possibilités de cartes et données à faire un peu du 3D, ben là j'ai fait une carte où la hauteur des colonnes correspond au PIB brut des communes, 5000 communes au Brésil, et le remplissage correspond au PIB par kilomètre carré. Donc on voit bien qu'en fait c'est le littoral encore qui est le plus riche, en particulier avec une grosse masse autour de São Paulo, et que dans l'intérieur, le PIB marche au long des routes. On voit exactement le tracé des routes, c'est au long des routes transamazoniennes vers l'Amazonie qu'on trouve les régions un petit peu plus riches qui correspondent aux villes. Bon, ça c'est le recensement de 2010 aussi, il faut jouer un peu avec cartes et données. Donc voilà, la population brésilienne, non pas avec des cercles comme tout à l'heure, mais avec des colonnes, et la colonne la plus élevée, c'est la ville où j'ai la chance mitigée d'habiter, 18 millions d'habitants, si vous imaginez, je respire assez quand je reviens en Touraine après, parce que je circule plus facilement. On voit assez bien la prédominance des grandes villes.
Et si on veut jouer encore avec une autre possibilité de carte qui est donnée, voilà un cartogramme de la population des États du Brésil. Leur forme normale est ici, et ici, chaque État a la taille qu'il mérite en fonction de sa population. Vous voyez un gros État de São Paulo, 40 millions d'habitants. Les 20 millions d'habitants de Rio, c'est pas une patte de crabe, ça c'est la baie de Rio qui a gonflé avec le reste. On paraît beaucoup plus que sur la carte. Et les États amazoniens disparaissent pratiquement, puisqu'ils ont une population beaucoup plus faible. Je n'ai pas encore trouvé de logiciel qui fasse aussi bien, donc je tiens à rendre hommage devant ses concepteurs. J'espère que le cartogramme continue à fonctionner, parce que moi je ne m'en sers pas. On peut aussi regarder un peu cette population. En fait, les données qui ont été publiées il y a quelques semaines, c'est le nombre brut de la population, avec à chaque fois, simplement, en distinguant urbain et rural et hommes et femmes. J'ai recalculé quelque chose dont j'avais déjà constaté que ça marchait bien, c'est le taux de masculinité. Certaines de mes collègues m'ont dit que j'étais machiste, je me fais le taux de féminité, mais c'est exactement la même chose. C'est la relation entre le nombre d'hommes et de femmes. Vous voyez que toute la partie amazonienne a entre 110 et jusqu'à 400%, donc de 10% de plus à 4 fois plus d'hommes que de femmes, parce que c'est les régions des fronts pionniers, alors que les régions rurales du nord-est et du sud ont au contraire plus de femmes, parce que les hommes sont partis là-bas défricher la forêt. Et dans les villes, ça se voit moins sur cette carte, mais toutes les grandes villes sont très roses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de femmes à cause du travail domestique. Au Brésil, il y a 7 millions de bonnes, 7 millions d'employés domestiques, une terminologie plus récente, qui vont vers les villes, et c'est souvent des gens qui viennent des régions. Alors, pour en venir à la question de la pauvreté, je terminerai assez rapidement en prenant un peu la suite de ce qui a été dit ce matin, en regardant un peu les aspects politiques de ça. J'ai repris les résultats de l'élection présidentielle qui a eu lieu en octobre, et donc on en parlait ce matin, ce qu'on appelle le tribunal supérieur électoral brésilien, c'est-à-dire l'organisme public chargé des élections, a un site sur lequel on a eu les résultats définitifs de l'élection à 10 h du soir, c'est-à-dire 2 heures après la clôture des résultats. Sur leur site internet, on avait les résultats commune par commune. C'est lié au fait que depuis 20 ans, le vote est électronique. Jusqu'au fin fond de l'Amazonie, bon, je ne sais pas s'il faut distribuer des portables aux gens, comme il y a d'autres, mais je pense que c'est simplement des liaisons internet, des urnes sont électroniques. Donc à la clôture du vote, le président du bureau de vote appuie sur un bouton, lit le résultat, et en même temps qu'il le lit, il est parti sur internet déjà, à travers une chaîne d'autres ordinateurs, jusque dans l'ordinateur central, qui le traite en temps réel et qui le met à disposition sur internet. Donc ça fonctionne assez bien. Ça a eu le temps d'être rodé en 20 ans, c'est pas en 15 jours comme ce matin. Puis c'était une observation d'élection non polémique, donc il n'y avait pas grand danger. Mais par rapport au système français ou des États-Unis, qui a quelque peu raté aux élections présidentielles précédentes, les présidents se sont fait le petit plaisir de proposer une assistance technique aux États-Unis. Vous voulez, on vous envoie des gens qui vont se faire. Alors ça c'est le résultat du premier tour, ce sont les résultats de celle qui a été élue, Dilma Rousseff, et les cercles donnent le nombre de votes qu'elle a eu, et la couleur donne la proportion. Donc on voit bien qu'elle a eu beaucoup de votes dans les régions peuplées, mais que la proportion des gens qui ont voté pour elle est beaucoup plus élevée dans le nord-est et en Amazonie. Son concurrent principal, José Serra, c'est le contraire. Lui, il a eu pas mal de votes dans le sud, sud-sud-est, un peu dans certaines régions ici qu'on va revoir tout à l'heure, en Amazonie. Par contre, il n'a pas fait un grand succès. Donc, résultat électoral. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Ça, c'est la carte des bénéficiaires de ce qu'on appelle la bourse famille, la Bolsa Família, qui est un système qui a été non pas créé, mais développé beaucoup par le président Lula. Les 8 ans où il a été au pouvoir, il a repris un système d'assistance, plusieurs bourses différentes, il a repris et étendu. Et aujourd'hui, 12 millions de familles, c'est-à-dire près de 50 millions de Brésiliens, reçoivent cette bourse sous condition de ressources. Et la condition de ressources est relativement basse, puisqu'il faut gagner moins de. Faut que la famille gagne moins de 120 reais par mois, c'est-à-dire 60 € par mois. Et s'ils satisfont à ça, on leur en donne 60, c'est-à-dire on leur donne 50% de revenus en plus. On est à très bas niveau, mais en proportion, ça augmente sensiblement. D'autant que cet argent est donné par le gouvernement, qui tombe tous les mois,
Et les gens qui ont monté le système ont eu une astuce que je trouve très intelligente. Ils ont donné cette bourse sous forme d'un carton de crédit, une carte de crédit, aux femmes. Donc, ce sont les femmes qui touchent la carte de crédit et qui peuvent, la tête haute, aller une fois par mois, quand ils pensent à leur chambre, à la banque, comme tout le monde, avec une carte de crédit, prendre de l'argent au guichet ou dans les machines. Donc on leur donne non seulement l'argent, mais la régularité et la dignité. Et ils ont été naturellement très reconnaissants au gouvernement qui a fait ça. Donc si vous comparez cette carte avec celle-ci, et vous regardez cette zone-là et celle-ci, eh bien vous allez les retrouver. Ce sont exactement les mêmes zones. Alors j'ai fait, merci carte et données, des régressions linéaires, des cartes de résidus, etc., et des AFC, des CP dont je vous dispense. Le taux de corrélation est évidemment extrêmement élevé. L'autre carte, c'est celle de l'indice de développement, qui est un indice qui prend en compte les revenus, la scolarité et la santé, et qui, curieusement, est calculé par la Fédération des industries de Rio de Janeiro. Le Brésil avait déjà un institut qui s'est donné la peine, deux instituts successifs, qui se sont donné la peine de calculer l'indice de développement humain à l'échelle communale. Ils l'ont fait rétrospectivement pour 70, pour 80 et pour 90, puis pour 2000. C'est déjà pas mal. La Fédération des industries, pour des raisons qui m'échappent, a décidé de le faire tous les ans. Et en 2005, 2006, 2007, ils ont produit cet indice communal de développement, qui n'est pas parfait, l'IDH n'est pas parfait, mais quand même, ça donne quelque chose d'assez régulier. Et quand on connaît raisonnablement la géographie du Brésil, on retrouve effectivement ces régions de São Paulo et des environs, et de plus en plus le prolongement dans cette région du soja, ici, où il y a des groupes de communes qui ont des niveaux de vie et de revenus aussi bons que dans le sud, parce que c'est largement du revenu par tête, et dans ces coins-là, il y a beaucoup de revenus, pas beaucoup de tête, ça monte assez vite, alors que les régions à problème, ben, c'est les autres, évidemment. Alors, si on refait le même exercice de revenir en arrière, le vote pro José Serra, c'est celui-ci. Donc on a une corrélation assez forte entre niveau de vie de la population, pauvreté et résultats politiques. Et donc le résultat d'élection qui vient de se produire n'a pas surpris grand monde au Brésil. Pour finir sur une note brésilienne, il faut quand même aussi prendre un indicateur, vous m'avez voulu si je ne peux pas parler, et c'est quand même aussi un indicateur du rayonnement brésilien. Une fois quelqu'un m'a demandé, dans des circonstances compliquées, j'ai décidé pour embêter mes collègues de faire. Ils me reprochaient qu'il y avait, dans une revue à laquelle je participe, il y avait trop d'articles sur le Brésil, on en voit beaucoup, mien et ses deux collègues, et un autre collègue de Besançon envoyait des articles sur le foot. Il faisait semblant de se plaindre, je dis, je vais faire un article sur le foot au Brésil. Je lui dis, bon, une fois que j'ai dit ça, est-ce qu'il y a des données? Et je suis rentré sur le site de la Fédération brésilienne de football, qui est là, et qui a une mine d'or de données sur les résultats. Ils font un classement des 700 clubs professionnels au Brésil, avec une grille d'analyse extrêmement rigoureuse, tant de points pour un quart de finale, tant de points pour un huitième de finale, et donc c'est fait avec un très grand sérieux. Il y a quelques secteurs au Brésil qui savent bien. L'université, c'est moins bien, mais le fond, ça va. Et ils ont aussi heureusement qu'ils n'ont pas de CNIL, parce qu'ils ont un tableau où ils tiennent jour par jour, peut-être semaine par semaine, des contrats d'exploitation des joueurs de foot. Qui a signé quel jour pour quel club? Ils ne mettent pas les salaires, mais au moins on sait exactement. Donc je l'avais fait en 2004, je l'ai refait en 2008, et voilà la distribution, les exportations mondiales de footeux brésiliens. Vous voyez qu'il y en a pas mal en Europe, en particulier au Portugal, pour des raisons linguistiques, on comprend facilement. Et ce qui me paraît intéressant, c'est la tendance, avec tout ce qui est rouge, ce qui est vert, comme on s'en parle vert, c'est des endroits où ça a un peu baissé. Au Japon, pour raison de crise, en Corée, dans les pays d'Amérique du Sud, le footballeur brésilien se vend moins bien. Par contre, dans les pays à pétrole, et en Europe orientale, ça a l'air plutôt de se vendre bien, donc il y a l'air d'avoir une petite corrélation entre les pics d'activité, les revenus pétroliers en partie, et l'exportation du footballeur brésilien. Je terminerai par une pensée émue peut-être pour les pauvres footballeurs brésiliens qui sont allés jouer en Islande, certains aussi Féroé, qui sont, comme vous le savez, peut-être une fédération de foot séparée. Quand on est brésilien, au petit matin, s'entraîner en hiver au foot, ça doit être un petit peu dur. Merci.